Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos pédagogiques à destination des équipes C6 pour donc cellules d'expertise et de coordination pour l'insuffisance cardiaque sévère. Repérer les cadres d'exercice et donc les activités qui concernent ces cellules, leur mise en œuvre et leur pilotage et accompagnement. C'est parti. Vous allez découvrir au fil de plusieurs vidéos les différents éléments qu'il faut appréhender pour pouvoir accompagner une C6. Vous voyez sur la droite un schéma qui représente en fait ces différents niveaux. Pour commencer, nous verrons dans cette première vidéo ce qui concerne le parcours des patients insuffisants cardiaques, c'est-à-dire les grands enjeux de cette maladie, de son accompagnement et également d'un parcours coordonné. Vous verrez dans une vidéo suivante le périmètre d'action d'une C6, ses modules de prise en charge et son cadre réglementaire. Ensuite, vous verrez les enjeux et les règles, les contours d'un protocole de coopération en général et en particulier celui de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, vous aurez plusieurs vidéos, une série de 3 vidéos sur spécifiquement la télésurveillance et son cadre réglementaire et conditions de mise en œuvre. Enfin, une courte vidéo qui vous permettra d'appréhender les grands enjeux de pilotage, de déclaration aussi, donc les enjeux administratifs et d'accompagnement des cellules d'expertise et de coordination de l'insuffisance cardiaque chronique. Allons donc sans plus attendre vers le contexte de l'insuffisance cardiaque et des parcours coordonnés. L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie de la pompe cardiaque, tout simplement insuffisante, si l'on peut dire, qui, du fait de son défaut de fonctionnement ou de son irrégularité, provoque ce qu'on appelle des décompensations cardiaques. C'est une maladie chronique, qu'on dit chronique parce qu'elle est à vie, et donc elle est faite d'aggravations qui vont être progressives, enchaînant de façon successive des décompensations, des périodes de décompensation et de stabilisation. Vous voyez sur la droite un schéma qui représente donc une ligne de vie avec ces fameuses décompensations, donc des pics qui descendent vers le bas, plus ou moins grands, plus ou moins longs, plus ou moins importants. L'enjeu de ces C6 va être de redresser cette courbe, de sorte que la personne vive en meilleure qualité et quantité de vie si possible, et donc d'éviter ces décompensations cardiaques, sinon de faire en sorte qu'elles soient le moins long possible et le moins grave possible. Alors il faut savoir dans cette maladie que 50% des patients aujourd'hui en France seulement ont l'ensemble des traitements recommandés et la moitié d'entre eux seulement à dose efficace. Donc il y a un vrai enjeu de rattraper l'écart qu'il y a entre ce qu'on sait qu'il faut faire pour ces patients et ce que l'on peut faire en pratique dans notre système de santé actuel. La particularité des C6, c'est le S sévère parce que au niveau de l'hôpital, nous allons avoir principalement en face de nous des patients qui sont particulièrement sévères et instables. Ça représente 10% de l'ensemble, 10 à 20% des patients insuffisants cardiaques en France. Il faut savoir que sur ces patients-là, un quart des patients vont être réhospitalisés dans les 3 mois suite à une dernière décompensation aujourd'hui, et à peu près presque la moitié d'entre eux dans l'année vont être à coup sûr réhospitalisés, si on ne fait rien pour agir avant. L'entrée dans l'hôpital maintenant en décompensation cardiaque se fait principalement par les urgences, à 59%, selon une étude qui a été faite et publiée en 2021. 17%, pour 17% d'entre eux, ce sont les patients qui vont arriver eux-mêmes. Et pour 42%, ils vont mobiliser les services d'urgence, SAMU et pompiers. Donc, une énorme mobilisation de tous les dispositifs d'urgence pour une insuffisance cardiaque et des décompensations qui peuvent être en partie évitées ou en tout cas limitées. 22% des patients auront vu un généraliste et à peu près autant, un peu moins même, auront vu un cardiologue pendant cette période de décompensation, sachant que pour la moitié des patients ou presque, 47%,
ont des symptômes connus depuis plus de 15 jours avant leur arrivée aux urgences. Il s'agit donc d'une maladie grave, qui est mortelle, mais qui n'est pas désespérée et pour laquelle nous pouvons faire beaucoup de choses. En tout cas, de nombreuses situations sont évitables, notamment les passages aux urgences et la réactivité tardive face aux décompensations. Et donc cela va être tout l'enjeu des fameuses C6. Alors maintenant que nous avons situé les grands enjeux de l'insuffisance cardiaque, donc de la maladie, parlons des enjeux de coordination des parcours de ces patients insuffisants cardiaques chroniques. Alors la coordination, si on veut résumer grosse maille, c'est à la fois une solution et un problème en fait, puisque c'est une solution de gestionnaire et d'experts pour améliorer l'efficacité d'un système, en l'occurrence ici un système de santé et un système d'aide aux patients et d'assistance aux patients. Mais c'est aussi un problème souvent perçu différemment en plus par les personnes et les professionnels, puisque la coordination est souvent un sujet de débat de qui est responsable de cette coordination. Alors, on parle de coordination de façon générale, mais il faut bien situer, et c'est important de le regarder, qu'il y a des enjeux de coordination entre les structures, c'est-à-dire entre les organisations, et des enjeux de coordination pour chacun des patients avec lui et autour de lui. Essayons de décrire un peu les grands fondamentaux de ce que doit être et comment s'y prendre pour qu'un parcours soit effectivement coordonné. Enfin, il s'agit d'identifier les acteurs intervenant autour du patient. Cela paraît banal, mais cela veut dire aussi qu'il faut à la fois chercher à comprendre qui sont les acteurs autour d'un patient, mais aussi se rendre visible et savoir expliquer ses missions, ses propres missions, pour que les autres acteurs puissent vous repérer également. Ensuite, il s'agit de rechercher les complémentarités de chacun, à la fois de prise en charge, mais aussi d'accompagnement. Qui fait quoi? Troisième élément, il s'agit de reconnaître ensemble et chacun les enjeux d'autodétermination pour le patient et donc de partager le projet du patient et avec lui et autour de lui, quel est son projet en tant que patient pour son insuffisance cardiaque et pour sa santé. Il s'agira ensuite d'articuler les interventions de chacun. Pour ce qui nous concerne de l'insuffisance cardiaque, notamment avec la réadaptation, sachant que seulement 10% des patients peuvent aller en réadaptation, mais il y a ces enjeux de réadaptation puisqu'on aurait tous besoin, de rythmologie, puisque souvent les patients, un quart des patients sont porteurs de prothèses rythmiques notamment, tout ce qui concerne les bilans, à la fois de cardiologie et des autres comorbidités. En d'autres termes, il s'agit d'articuler les interventions dans le cercle de soins, de sorte que le patient ne soit pas ballotté de droite et de gauche. La coordination, je le situe personnellement et j'espère que vous pouvez le situer ainsi, est un enjeu de chaque acteur de soins en résumé, avant lui et après lui, à chacun de s'occuper, de transmettre et de communiquer ce qu'il fait. Dernier élément, c'est d'anticiper les transitions, c'est-à-dire qu'un patient est traversé de parcours, qu'on définit aujourd'hui de 3 niveaux, parcours de soins, parcours de santé et parcours de vie. Chacun de ces parcours sont bien entendu intriqués, et en tout cas sont faits de périodes de changement, de variables, et c'est à nous aussi d'accepter et de faire en sorte de s'ajuster, et donc d'anticiper en fait ces transitions pour que cela se passe de la meilleure des manières possibles. Par exemple, un déménagement, anticiper la continuité de la prise en charge dans le cadre de ces déménagements. Un parcours donc coordonné, c'est un enjeu de continuité et d'organisation de la continuité. Alors pour vous situer sur justement un parcours, voici ce qu'on peut dire de ce qui ne fonctionne pas vraiment bien aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans certains lieux. Premièrement, l'engorgement des services d'urgence. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Ensuite, la sortie précoce par pression de soins et sur les lits d'hôpital notamment, il fait sortir de plus en plus vite les patients.
Il y a aussi du coup, ou pas, enfin en parallèle et en addition, une méconnaissance du diagnostic pour le patient, mais aussi, qui peut paraître peut-être paradoxal, mais pour les professionnels, pardon, puisque le mot insuffisance cardiaque va forcément se retrouver dans les dossiers de soins. Donc on va parler de toutes les étiologies et les causes de l'insuffisance cardiaque, mais pas forcément nommer l'insuffisance cardiaque comme telle, ce qui la rend elle-même en tant que maladie peu visible et claire, à la fois pour le patient et pour ses aidants et les professionnels qui vont le prendre en charge et dans l'hôpital et hors de l'hôpital dans la continuité. Ensuite, le suivi à distance ou le suivi tout court est parfois manquant, défaillant ou absent, faute de professionnels identifiés par les patients ou existants, disponibles et accessibles. Et donc cet accès difficile rend, je vous l'ai dit tout à l'heure, des traitements qui ne sont pas forcément optimisés, enfin en tout cas pour la moitié d'entre eux, pas optimisés. Le manque de coordination dont j'ai parlé juste à l'instant, on a vu l'importance et le nombre d'éléments à prendre en compte pour que cette coordination fonctionne, et donc elle est souvent malheureusement défaillante. Ensuite, l'hétérogénéité des prises en charge, c'est-à-dire que chaque patient a son parcours, ce qui est bien d'un point de vue de sa singularité, ce qui est moins bien d'un point de vue de l'équité des soins, puisque c'est forcément parce que chaque parcours est singulier qu'il est différent, mais c'est aussi juste parce que tout le monde n'a pas accès aux soins de la même manière. Et l'idée est quand même de rendre accessibles les soins nécessaires et utiles à chaque patient en fonction de son cas. Les petits bonhommes qui vous montrent l'activité physique notamment, eh bien la réadaptation cardiaque est accessible qu'à seulement 10% des patients insuffisants cardiaques, alors qu'ils mériteraient tous de pouvoir en bénéficier au moins une fois dans leur parcours de santé et de patients insuffisants cardiaques. Enfin, difficulté d'accès aux spécialistes, pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment, que ce soit donc comme le médecin généraliste, les spécialistes et le cardiologue de ville, mais aussi les autres spécialistes, psychologues, diététiciennes ou autres spécialistes médicaux, ne sont pas toujours faciles d'accès, malheureusement aujourd'hui. Donc ça nous donne un parcours qui n'est pas optimal et qui fait que nos patients, vous voyez au milieu, sont pas très bien, donc ont une qualité de vie altérée. L'idée donc d'améliorer ce parcours. En premier lieu, utiliser tous les dispositifs possibles pour faire de la prévention. Prévention notamment secondaire et tertiaire, qui sont les enjeux et des préoccupations hospitalières à l'endroit où nous sommes. La télésurveillance a cette visée principale de prévention secondaire et tertiaire, c'est-à-dire d'anticiper, d'éviter autant que possible les décompensations, si elles surviennent, agir le plus tôt possible, et dans la surveillance post-prise en charge, d'éviter les effets secondaires, par exemple des effets secondaires des traitements, les anticiper et accompagner le patient pour gérer au mieux et observer son traitement. Les consultations non programmées sont aussi, c'est-à-dire précoces, une manière d'éviter le passage aux urgences par des consultations semi-urgentes, si vous voulez, en parallèle. Enfin, l'admission directe dans un service qui est aussi un outillage des C6 pour éviter le passage aux urgences et permettre un confort pour le patient et l'ensemble des acteurs si jamais cette hospitalisation n'est pas évitable. Deuxième point, une fois que quand le patient est hospitalisé, toute la notion d'annonce qui fait grand défaut également, dont je n'ai pas encore parlé, mais l'annonce et le suivi d'annonce sont des éléments qu'on va avoir dans le viseur, si je puis dire, auxquels on va se préoccuper, à commencer par nommer cette insuffisance cardiaque et que le patient se sache insuffisant cardiaque. Le suivi précoce en sortie d'hospitalisation est aussi un élément fondamental puisque je vous disais qu'un quart des patients vont revenir dans les 3 mois en réhospitalisation, faute d'avoir compris ce qu'il se passait pour eux et se remettre
ou en danger, ou en tout cas ne pas savoir quoi faire pour éviter ce danger. Troisième volet d'action, la titration, donc cette fameuse optimisation du traitement de fond pour que ces patients aient enfin toutes les doses efficaces et les molécules nécessaires pour eux en fonction de leur cas particulier. L'orientation vers des filières de soins selon les comorbidités et leurs besoins afférents. La coordination dont nous avons parlé et que nous allons travailler et mettre en place. Le Prado, dont je n'ai pas encore parlé, qui est un dispositif que vous connaissez peut-être de sortie d'hospitalisation, qui est nécessaire et utile pour nombre de patients, notamment quand il y a un défaut de médecin traitant, médecin généraliste ou cardiologue existants. Les coordinateurs de l'assurance maladie vont pouvoir nous aider à les identifier. Ensuite, accompagnement thérapeutique, prise en charge de la fragilité, à nouveau la coordination notamment avec la réadaptation, le lien avec les HAD, donc toute cette mise en lien que les C6 vont pouvoir assurer ou en tout cas améliorer. Et notamment avec des liens directs avec la pharmacie, les laboratoires, pour que tout cela soit fluide et que le patient, qui peut parfois être un peu perdu, soit accompagné et comprenne les enjeux et la place de chacun. Les réseaux, les cercles de soins et l'orientation, j'en ai parlé, mais cela permet d'agir sur les derniers points qui peuvent faire défaut, notamment stimuler aussi une réadaptation cardiaque et sinon l'activité permettre des liens avec les organismes sport et santé pour une activité physique adaptée qui améliore leur état cardiaque. Enfin, tout ce qui est permanence téléphonique, les cellules étant ouvertes du lundi au vendredi, permettent un accès facilité en cas de besoin d'une question simple ou complexe. En tout cas, il y a quelqu'un qui répond au téléphone et nous savons bien qu'à l'hôpital, c'est ce qui peut faire souvent défaut. L'orientation médicale en cas d'une comorbidité notamment qui ne serait pas bien gérée ou qui n'a pas encore été bien identifiée par le patient ou les médecins. Ensuite, le temps médical libéré pour les patients les plus graves, c'est-à-dire que le patient, les médecins, cardiologues, travaillant avec des infirmiers qui sont spécifiquement formés, nous allons le voir, au protocole de coopération, sont dégagés d'un certain nombre d'actes médicaux qui leur permet donc de libérer ce temps pour les patients les plus graves. Nous avons donc, une fois tout cela mis en place, une diminution des symptômes. Nous le verrons, l'efficacité qui a été prouvée par ce dispositif C6 et le protocole de coopération. Donc une diminution des symptômes des patients, un sentiment de sécurité que les patients remontent très clairement et une augmentation de leur autonomie au regard de ce qu'ils souhaitent être autonomes. Ainsi, il est possible de positionner les C6, comme vous le voyez sur le schéma, entre finalement l'hôpital, puisqu'on va dire que les C6 sont hospitalo-basés, mais en fait centrés sur le patient et son lieu de vie. Donc on peut parler de dedans-dehors, les cellules d'expertise et de coordination insuffisance cardiaque se situant dans cet espace entre l'hôpital, son domicile et les acteurs de ville en principal, mais aussi les structures de réadaptation, qu'elles soient en ville ou dans des lieux hospitaliers, etc. Pour conclure sur cette première partie de contexte, juste quelques chiffres qui avaient été donnés en 2022 mais qui se sont vérifiés au fil du temps. Les C6 globalement permettent à 95% une gestion à distance de tous les événements qui traversent les patients. 83%, donc une grosse majorité de ces événements sont bien liés à des décompensations cardiaques, de l'insuffisance cardiaque et leur gestion et leur équilibre, c'est-à-dire le suivi, la gestion, l'avant et l'après. Enfin, la durée moyenne d'une prise en charge d'un patient,
quand un échange se fait avec un patient par une C6 et les infirmiers des C6, c'est à peu près 30 minutes d'échange auprès d'un patient en moyenne. Il faut ajouter toujours ce temps et ne jamais oublier qu'il y a un temps conséquent avant-après de transmission et de coordination, encore toujours, et à préserver, s'il vous plaît. Je vous laisse aller maintenant sur la vidéo suivante, partie 2, périmètre d'action des C6, pour comprendre leur fonctionnement et leur intérêt, leur cadre d'exercice et leurs limites.